la question des empreintes environnementales. C'est la deuxième question qu'on s'est posée dans l'étude. Si je prends l'exemple des moustiquaires imprégnées utilisées dans la lutte contre le paludisme, elles sont utilisées pendant plusieurs années, mais ensuite il y a un déchet plastique qui aujourd'hui n'est pas géré et qui représente 100 000 tonnes de déchets plastiques par an. Donc c'est tout ça, tous ceux dont il faut faire attention. C'est un dilemme assez important parce que on se dit du coup, est-ce qu'il faudrait faire moins de médicaments parce qu'on a trop de médicaments? Alors, de notre point de vue, c'est un faux dilemme. Oui. Et je vais commencer par dire que, notamment dans les pays du Sud avec lesquels on travaille, la question, c'est pas d'avoir moins de médicaments, c'est d'en avoir plus de qualité et abordable. Et c'est tout ce que fait United. Oui. La question qu'on se pose, c'est plutôt comment ces médicaments et ces produits de santé en général sont conçus, sont fabriqués, sont distribués de manière à minimiser leur empreinte environnementale. Si je reprends mon exemple du traitement pour le VIH, c'est un traitement qui pourrait, d'après notre étude, être fabriqué avec 40% d'émissions CO2 en moins si on optimisait le processus de fabrication, et cela sans augmenter le coût de production. C'est-à-dire si on faisait un peu comme dans l'alimentation, du circuit court, des choses comme ça Alors là, on parle plutôt de la synthèse chimique, donc vraiment ce qui se passe dans les usines. Là, c'est vraiment la production. Parce que les émissions sont essentiellement là quand on parle de médicaments. Et les usines, les processus de fabrication chimique pourraient être optimisés en termes de mix énergétique, en termes de processus, en termes d'utilisation des solvants, en termes de chimie verte, pour réduire ces émissions. Et donc, les producteurs, enfin ces chimistes, ils travaillent dessus quand même depuis un moment pour essayer de réduire, ou selon vous pas assez? Selon nous pas assez. Alors il faut aussi savoir que les producteurs ils sont contraints par la réglementation. Oui, bien sûr. Oui. Donc une fois qu'un dossier a été enregistré auprès d'une autorité de santé, le changer nécessite des démarches administratives. Donc il n'y a pas forcément les incitations aujourd'hui pour optimiser de manière continue la fabrication d'un médicament. Et après, j'imagine qu'il y a tout l'impact aussi sur la chaîne logistique, sur cette partie-là. Alors ça, c'est l'autre volet qui effectivement est très important et qu'on a aussi regardé dans l'étude, qui est la question de l'impact du changement climatique sur les chaînes d'approvisionnement. Et je vais prendre un exemple pour l'illustrer, celui du traitement antipaludéen le plus utilisé aujourd'hui, 400 millions de traitements par an. C'est un traitement dont le parcours commence en Chine, avec une plante qui est cultivée pour en tirer un des principes actifs. C'est une plante comme toute plante qui est sensible aux variations climatiques et dont le rendement peut diminuer si on a une situation de sécheresse ou de forte chaleur. Le parcours continue en Inde, où la plupart des fabricants se trouvent. Et dans notre étude, on a constaté que la plupart des fabricants étaient dans 2 régions en Inde très très concentrées, qui sont elles-mêmes soumises à des risques d'inondation, risques qui vont aller croissant. Et ensuite, c'est un parcours qui se termine essentiellement en Afrique, où la plupart des cas de paludisme sont aujourd'hui. Et on a constaté que c'est un traitement qui est sensible aux fortes chaleurs. Quand il est conservé à des températures trop élevées, il se dégrade. Et ce sont des pays dans lesquels l'intensité et la fréquence des vagues de chaleur vont augmenter dans le futur. Alors j'imagine que vous avez pris des 2 exemples là, mais si on en prendrait plein, on serait un peu dans le même ordre, dans le même schéma. Alors on serait dans le même schéma, les ordres de grandeur sont un peu différents, les sensibilités sont un petit peu différentes, tous les produits ne sont pas sensibles à la chaleur, par exemple, de la même manière, les chaînes d'approvisionnement ne sont pas toutes équivalentes, mais en gros on tombe sur les mêmes mécanismes et le même type d'empreinte. Les médicaments, essentiellement, c'est le principe actif qui constitue les émissions, et dans les diagnostics, c'est plutôt la matière première. Et donc, Johanna, comment le secteur de la santé doit-il justement enclencher cette transition justement? Alors c'est vraiment tout un secteur, et comme le disait Vincent, il y a l'aspect réglementaire, il y a l'aspect financement, il y a l'aspect production, il y a vraiment tout un écosystème qui doit se mettre aussi, enfin, de ce qu'on comprend, avec de la recherche, exactement. Donc il y a vraiment tout cet écosystème qui doit se mettre en œuvre. C'est pour ça que ça commence au plus haut niveau. L'OMS au niveau international travaille à élever le sujet sur la scène politique pour générer l'engagement des gouvernements et du secteur privé et du secteur public. C'est pour ça qu'on a eu la journée COP. Ensuite, travaille aussi à fournir l'évidence, les preuves scientifiques qui vont permettre d'anticiper les risques, de mesurer, de quantifier ce qu'il va falloir faire. Et derrière ça, on va avoir des plans nationaux développés par les gouvernements. Ces plans, ils doivent être financés. Ça va être le sujet de la prochaine COP, le financement des problématiques santé-climat. Oui. Et ensuite, ils doivent être exécutés. Et pour être exécutés, il faut la collaboration du secteur privé et du secteur public. On a un certain nombre d'initiatives qui sont mises en œuvre. On a Attache qui est mise en œuvre avec les gouvernements. On a SMI qui a été l'initiative lancée par le Prince Charles avec un certain nombre les plus grands laboratoires pharmaceutiques. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui visent à se mettre d'accord sur les priorités et accélérer les actions de décarbonation des systèmes de santé et des organisations propres. Et ensuite, il y a les stratégies individuelles de chaque organisation. Vincent en parlera mieux que moi, mais de chacun pour changer. Et juste tout à l'heure, vous disiez, si on regardait tout ce système de santé